Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission en direct qui permet de décrypter, d'analyser et de commenter l'actualité de la semaine au plan national et international. 4 sujets nous intéressent pour ce numéro. Il s'agit de l'incident qui s'est produit jeudi dernier à Sapui entre les groupes d'autodéfense à Kolwego et les forces de sécurité. Cette actualité nous permettra de relancer le débat sur l'existence de ces groupes d'autodéfense. Le sujet divise profondément les Burkinabés. Nous parlerons également de la visite à Ouagadougou de Manuel Valls, le Premier ministre français. Il a rencontré le président du Faso au palais de Kossiam avant de déposer une gerbe de fleurs sur le lieu des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Les questions de sécurité étaient également au centre de cette visite. Et puis, les kits de prise en charge des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme grave ne seront plus gratuits. Les malades doivent désormais débourser des sommes pour se faire soigner, contrairement aux années précédentes. Comment en est-on arrivé à cette situation? Nous lancerons le débat. Enfin, nous allons parler des élections présidentielles et législatives qui se tiennent aujourd'hui même au Niger. Le principal opposant et candidat à l'élection présidentielle, Amadou, est en prison et la question des votes par témoignage fait polémique. Pour discuter de tous ces sujets, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Morin Yamongbe du mensuel Fasosine, de Alain Saint-Robespierre du quotidien L'Observateur Palga, de Bernard Bougouma de la radio Omega FM et de Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec la question sur les Kolwego. Jeudi dernier, je le disais, le groupe d'autodéfense et les forces de sécurité ont failli en découdre à Sapui. Les Kolwego ont arrêté 2 présumés voleurs. L'un décédera plus tard suite au sévice corporel. Le procureur du Faso a donné instruction pour l'interpellation et l'audition des mis en cause, ce qui a entraîné une opposition des Kolwego au motif que c'est pour protéger les voleurs. Les partis ont failli en venir aux armes, on peut le dire ainsi. Fort heureusement, la situation a été maîtrisée. Alors, chers confrères, votre réaction par rapport à cet incident? Morin. Mais je crois qu'il fallait s'y attendre plus ou moins. Moi, depuis l'apparition de cette question des Kolwego, je me demandais si on était toujours dans un état de droit. Si on est dans un état de droit, donc ça veut dire que le gouvernement Paul Kaba Thieba a failli et a fait un grand aveu d'impuissance face à cette histoire des Kolwego. Si on est dans un état de droit, ça veut dire que normalement on a eu une justice qui fonctionne, ça veut dire qu'on a eu des forces de défense de la sécurité qui sont là et qui sont sur le terrain, qui nous protègent. Maintenant, s'il y a un problème, il faut aller à la source des problèmes, doter ces forces de défense et de sécurité de grands moyens, de bons moyens, parce que face aux problèmes d'insécurité qui se posent, et même la justice. S'il y a quelque chose à recadrer, c'est peut-être notre justice et la remettre en confiance avec les justiciables et pas permettre... D'ailleurs, si je prends le président du Faso, a été un peu embarrassé quand on lui a parlé de dissolution, de démantèlement des Kolwego. Il dit mais que lui, c'est pas s'il faut démanteler quelque chose qui est illégal. Et pourquoi laisse-t-on quelque chose qui est illégal en place et qui aujourd'hui, on n'est même pas allé très loin dans le phénomène existait peut-être depuis, mais depuis que le débat a été officialisé, on n'est même pas allé très loin pour avoir le premier couac. Et donc les forces, j'ai écouté le chef de la police qui disait que bon, ils ont usé de beaucoup de stratégies, ils ont dû discuter pour ne pas en arriver à l'affrontement parce que ça ne profitait à personne. Moi, je dirais que sincèrement, il faut se pencher réellement sur la question et
moi, mon point de vue, je crois qu'il faut arriver au démantèlement de ce groupe d'autodéfense. Les groupes d'autodéfense peuvent exister, certes, mais en collaboration étroite avec les forces de l'ordre à qui ils fournissent des renseignements, et ce sont eux qui peuvent intervenir sur le terrain, pas des gens qui mettent en place une justice parallèle, qui jugent, qui attrapent les voleurs eux-mêmes. Les dérives sont vite arrivées, et je crois que dans le débat, on ira peut-être un peu plus en profondeur. Ok, d'accord. Alors, Robespierre. Oui, mais je vais emboucher la même trompette que mon confrère Morin pour dire que l'existence de ces Kourouégo-là, il faut le dire franchement, c'est une aberration. Dans un état de droit, on ne peut pas, sous prétexte que l'État, qui est garant de la sécurité et de la justice, par faute de moyens, excusez-moi le terme, sous-traite des questions comme la sécurité et la justice avec des associations qui, plus est, n'ont aucune reconnaissance officielle. Ça, c'est déjà une démission même de l'État. C'est une position démissionnaire. Et ce qui est plus grave, c'est que les autorités actuelles, que ce soit celles en charge de la sécurité et même le président de Faso hier, lors de son interview, traite la chose avec une certaine légèreté, voire même avec une certaine insouciance. C'est vrai, les Kourouégo sur le terrain, leurs actions, ça réjouit certaines populations. Mais moi, je crois que lorsqu'on est un dirigeant, il faut avoir le courage parfois d'aller à l'encontre de l'opinion majoritaire. Parce que l'opinion majoritaire n'est pas synonyme de l'intérêt majoritaire ou bien de l'intérêt général. Imaginez ce Kourouégo, ça a commencé comment? C'était d'abord des structures communautaires nées dans le Yatenga qui avaient pour mission de veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. Et petit à petit, ça a glissé sur le terrain sécuritaire. Aujourd'hui, ils disposent d'armes blanches et d'armes traditionnelles. Mais demain, ces gens, ils vont mieux s'équiper pour dire que c'est pour mieux faire face à l'insécurité. Ils ne sont pas payés par l'État, mais ils vont développer une économie parallèle pour pouvoir s'entretenir. Et cette économie parallèle, ça serait sous quelle forme? On l'a vu dans certains pays, que ce soit en République démocratique du Congo ou même au Soudan avec les Djandjaouites, qui sont aujourd'hui coupables de crimes contre l'humanité. C'est parti comme ça. L'État a laissé faire. Jusqu'à un certain moment, on ne peut plus maîtriser le monstre. On ne peut pas donner l'usage de la violence à des groupes qui ne vont pas respecter les limites morales et même juridiques. On dit dans un État, seul l'État a le monopole de la violence légitime. Je crois que le gouvernement a intérêt à prendre à bras le corps cette situation. Le président a dit, on ne peut pas les dissoudre parce qu'ils n'ont pas une existence légale. OK, mais il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. D'accord. La position, elle est bien comprise. Je ne sais pas si elle est partagée par Bougouma. Bernard. Oui, ironie du sort d'ailleurs, en début de semaine, des médias internationaux avaient relayé effectivement ces problèmes de cohabitation entre les forces d'autodéfense et les forces de l'ordre dans un pays comme le Mexique, où là-bas également, ces groupes d'autodéfense étaient organisés contre les barons de la drogue. Donc, dans l'encadrement, vite fait, ils ont failli se rentrer dedans, comme on le dit, et c'était en début de cette même semaine. Et vers la fin de la semaine, il y a eu le cas au Burkina Faso. Et très rapidement, sur les réseaux sociaux, il y en a qui avaient déjà pris cet exemple pour dire on craint qu'à un moment donné, cette situation de confrontation ou d'affrontement puisse venir entre les Kourouégo au Burkina et les forces de défense et de sécurité. Et effectivement, c'est arrivé. L'autre aspect de cette situation, c'est que c'est l'aspect général des Burkinabés qui n'ont pas foi en la justice. Vous avez arrêté des gens, il y a un qui est mort suite aux tortures, la justice vous demande de venir vous expliquer et vous dites que vous ne venez pas. Ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils se disent que d'abord, si on part, c'est la fin de Kourouégo. Ceux qui sont partis seront emprisonnés, on va brimer leurs droits. Ils ne croient pas à cette justice des bourgeois. Et donc, pour eux, il faut s'opposer, il faut résister parce qu'effectivement, vous avez des citoyens qui n'ont plus confiance en cette justice. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas également parce qu'on n'a pas confiance en la justice qu'il faut aller jusqu'à défier l'autorité de l'État.
Non. Et quand on parle d'encadrement, l'autre aspect de cette situation, moi j'ai dit encadrer des forces, encadrer des personnes qui ont juré sur des livres saints, qui ont juré sur des fétiches et qui appartiennent maintenant à un nouvel ordre avec ses principes, ses lois, qui répondent maintenant de notre supérieur. Il ne faut pas leurrer, vous ne pouvez pas encadrer ces messieurs-là parce qu'il répond à autre chose, il répond à un autre supérieur à qui il a juré obéissance, il a juré fidélité et il répond de ces personnes-là. L'autre aspect, c'est le risque de récupération. Un opérateur économique, manipulé peut-être par un homme politique, peut effectivement équiper ces personnes-là avec les moyens de locomotion, avec les moyens des armes et l'habillement nécessaire. Et donc, ils ont une organisation propre à eux. Ils ont même un drapeau. Ils ont des couleurs que leur chef porte. Et donc, aujourd'hui, un bon matin, cet homme vient dire que, ah, bon, moi, on me fait la force. Mais attendez, ces groupes d'autodéfense vont dire, ce n'est pas vous qu'on cherche, c'est nous. Nous allons répondre. En ce moment-là, on va où? Et il y a un risque également qu'il y ait guerre de chefs, comme ailleurs où il y a eu parfois guerre de chefs entre ces groupes d'autodéfense-là. Et la conséquence, bien entendu, c'est la République qui va en pâtir. Moi, je pense que c'est vrai que le système sécuritaire burkinabé est faible, là il faut en convenir, mais on ne peut pas laisser la sécurité, on ne peut pas marchander la sécurité du Burkina dans ces conditions-là. Mais en même temps, les populations, elles, sont pour le maintien de ces Kourouégos parce que véritablement, ils arrivent à sécuriser les populations, à lutter contre l'insécurité, le grand banditisme dans les villages, dans les villes et sur les grands axes routiers. Alors, Paul Miki, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ce que vous dites, Abouaka Sagnon, ça traduit exactement le dilemme que l'on a aujourd'hui avec cette histoire de Kourouégos. Il est vrai, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Si les Kourouégos ont vu le jour, comme l'a même reconnu le président du Faso, c'est parce que quelque part, les forces de défense et de sécurité n'étaient plus à mesure d'assurer la sécurité totale, la sécurité intégrale du territoire burkinabé. Alors, lorsqu'on regarde même la définition de Kourouégos, il semble que ça veut dire protéger la brousse. Donc, c'est une manière pour eux de s'organiser entre eux pour assurer la sécurité. Maintenant, à côté de cela, je suis totalement d'accord avec mes trois précédents confrères. Il ne faut pas laisser prospérer cette façon de faire au Burkina. Ce qui est arrivé à Sapuy cette semaine, ce n'est qu'un avertissement, de mon point de vue, de ce qui pourra advenir lorsqu'on laisse prospérer ces genres d'organisations, des genres de groupes d'autosécurité, pour emprunter les termes du président Kabouré. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les démanteler. Les démanteler, j'entends par cela, et faire en sorte que ces groupes d'autodéfense-là s'abstiennent désormais de sanctionner, qu'ils s'abstiennent de juger les personnes qu'ils prennent et suspectées de vol de bétail. Donc, ce qui est convenable de faire ici, et je partage un peu cette position du président Kabouré, c'est de mettre ces passerelles de dialogue-là avec eux rapidement pour faire en sorte qu'ils contribuent à la sécurisation du territoire national sans pour autant commettre les dérives que l'on a constatées. Mais en même temps, ils ne sont pas dans cette logique parce qu'ils disent que lorsqu'on attrape des voleurs, on va les dire simplement comme ça, et qu'on remet à la police, 2 jours après, les voleurs sont dehors et reviennent même se venger dans certains cas. Eux, leur façon de voir, c'est de juger ces personnes, de ne pas les donner à la police parce que la police ne va pas les garder longtemps et ils vont revenir encore sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans cela que cette histoire de dialogue-là a tout son sens. Il faut leur faire comprendre que nous sommes dans un état de droit. Le Burkina Faso est une république qui a une constitution à partir de laquelle sont greffées toutes les autres lois qui nous gouvernent ici. Lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit de vol de bœuf, par exemple, la loi prévoit ce qu'il faut. C'est pas les tortures, c'est pas l'assassinat, puisque pour le cas de Sapuy, il y a eu mort d'homme. Alors donc il faut peut-être multiplier les cas de dialogue pour faire comprendre à ces Kourouégos-là qu'il faut peut-être sanctionner, mais il faut remettre entre les mains des policiers. Peut-être en même temps, ce que vous dites c'est aussi important, il faut faire en sorte que les cas de récidivistes, multirécidivistes, comme on a l'habitude de l'entendre là, cessent dans ce pays. Parce qu'effectivement, lorsqu'on écoute les représentants des Kourouégos, suite à ce qui est arrivé à Sapuy, ils ont effectivement dit qu'il y a eu des gens
qui sont connus dans plusieurs commissariats de la région. Et finalement, c'est eux que les collègues ont pris. Ils ont décidé de leur infliger la sanction qui convient. Maintenant, l'autre aspect également, c'est qu'il faut remarquer que ces collègues, comme l'a dit Robespierre tantôt, il y a une forme d'économie qui va s'installer. C'est ça la plus grave dérive qui va advenir. Parce qu'il y a des amendes qui sont infligées aux personnes prises entre les mains de ces collègues. On ne sait pas sur quelle base ces amendes sont fixées. À côté de cela également, les sanctions, les services corporels dont on parlait tantôt. Donc c'est pour cela qu'il faut faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés à ce niveau. Maintenant, on constate aussi que les personnes qui sont prises entre les mains de ces collègues, généralement, ce sont les voleurs de bétail, comme on a vu le cas de Sapuy. Alors qu'à côté de cela, il y a des grands bandits, les coupeurs de route, qu'on n'a pas encore vu entre les mains de ces collègues. Donc moi, j'aurais voulu que s'ils vraiment ils veulent mener à bien leur action, qu'ils s'attaquent aux grands banditisme s'ils en ont les moyens et qu'en tout cas, ils fassent tout pour qu'il n'y ait pas de service corporel, qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Et c'est là, la solution, c'est de remettre les bandits en question entre les mains des forces de défense et de sécurité pour que le processus judiciaire puisse être enclenché. Maintenant, pour en venir au discours du président de la République, vous l'avez dit tantôt ici, maintenant, moi, j'ai fait l'effort de comprendre, lorsque le politique parle des collègues, ce n'est pas le même langage que quelqu'un qui est neutre comme vous et moi, comme également les magistrats. Vous avez écouté, suivi certainement leur déclaration. Il n'y a pas d'enjeu électoral. Quand on n'a pas d'enjeu électoral, on est beaucoup plus tranchant sur cette question. Mais quand les politiques parlent, ils sont beaucoup méfiants parce que c'est un potentiel électoral. Donc c'est pour cela qu'il y a des discours un peu édulcorés qu'on tient de sorte à ne pas vexer l'électorat éventuellement. Oui, moi, Robespierre, oui. Oui, j'ai quelques remarques à ajouter en sus de ce qui a été dit. Vous avez dit que les collègues prétendent que lorsqu'on attrape un présumé délinquant, quelques jours après, il est en liberté et il se permet même de vouloir se venger. C'est peut-être une réalité et il appartient à l'État de faire en sorte que ça ne soit plus le cas. Mais la Constitution est claire, nul n'a le droit de donner justice soi-même. On ne peut pas transiger avec certains principes de la République. Aujourd'hui, des gens se sont regroupés parce qu'il y a une crise sécuritaire. Allez, nous allons mettre en place des structures pour prendre le relais. Demain, ne soyez pas étonnés que des gens à Ouagadougou ou bien dans certaines grandes villes du Burkina disent que la prostitution, c'est un fléau. Allez, nous allons constituer des groupes et nous allons lutter contre les prostituées et contre leurs clients. Demain, des gens disent oui, il y a la drogue qui prolifère dans le pays, l'État ne fait rien, nous allons créer des groupes pour lutter contre ça. Où est-ce que nous allons aller? Il ne faut même pas créer un précédent. Si on laisse les Congolais prospérer, il faut s'attendre à ce que d'autres groupes d'autodéfense ou de sécurisation ou de sécurité, je ne sais pas comment on les appelle exactement. Okay, mais voilà, en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Si demain matin on se dit, bon voilà, les Congolais n'existent plus, il y aura un vide, comme on l'a dit sur ce plateau, l'insécurité va revenir. Qu'est-ce que l'État doit faire en ce moment? Si demain, il n'y a plus de Congolais. On ne peut pas dire demain, il n'y a plus de Congolais et il n'y en aura pas. C'est comme il l'a dit, il faut des passerelles. Il faut prendre langue avec ces gens-là. Il faut aller discuter avec eux. Écoutez, vos ambitions, elles sont nobles, vos aspirations, elles sont nobles, mais malheureusement, ce n'est pas de votre ressort. Voici telle forme de collaboration que nous pouvons instituer entre vous et nous. Vous constatez un cas suspect, vous avez des téléphones, vous avez tout, vous signalez l'autorité la plus proche. Voici des formes de collaboration. Moi, je suis d'accord, c'est une forme de réponse citoyenne à la crise de sécurité. Mais sous cette forme de Kogloego-là, moi je crois qu'il faut arrêter pendant qu'il est temps. Sinon, nous fonçons droit au mur. Et l'État sera tenu pour responsable de toutes les dérives qui vont venir. Et comme il a dit, il ne faudrait pas qu'on essaie de surfer sur cette vague populaire-là pour des questions électorales, pour des intérêts politiques. On a vu certains responsables d'hier et qui sont toujours aujourd'hui, qui ont profité du secteur informel, etc., surfer sur ça, et puis laisser installer la chienlit à un certain niveau. Bon, je crois que vraiment, il faudrait faire très, très attention. Oui, Morin. Non, moi je ne suis même pas d'accord
quand Aboubakar dit par exemple que si on démantèle les Kourouégos aujourd'hui, il y aura l'insécurité demain. Il y avait l'insécurité, il y a toujours l'insécurité. Oui, mais leur existence depuis quelques mois maintenant a vraiment permis, c'est-à-dire de réduire cette insécurité. Oh, même pas. Je suis même pas d'accord. Dans les villages, quand on regarde le nombre de personnes qui a été arrêtées. Aujourd'hui, il y a un renforcement des contrôles de la police. Il y a un renforcement des contrôles des forces de défense et de sécurité. Alors, où est-ce qu'on met les résultats de cette initiative, de cette action prise pour permettre aux forces de sécurité d'être plus opérationnelles? Je crois s'il y a quelque chose à faire, c'est renforcer les moyens de ces forces de défense et de sécurité. Mais est-ce que l'État a les moyens de déployer assez d'agents comme les Kourouégos? Bien sûr, l'État n'a qu'à trouver cet argent là où il se trouve. On a même vu que, s'ils n'ont pas l'argent, on a même vu qu'il y a eu des campagnes sportives ici où on a lancé un peu comme des télétons pour avoir de l'argent pour accompagner les étalons dans les Coupes d'Afrique des Nations. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, des initiatives. Il faut développer des initiatives, avoir l'argent et puis le faire. Sinon, les dérives sont énormes, hein, comme ils le disent. On aura des Kourouégos heureusement qu'on a la parenté à plaisanterie au Burkina, mais il ne faut pas en abuser non plus. Sinon, quand on va trouver des Kourouégos qui vont défendre les Moussi, que des Kourouégos vont défendre les Djoula, que des Kourouégos... On va où? Ça ira dans tous les sens. Donc je crois que la seule initiative, la seule issue aujourd'hui, et comme les uns et les autres le disent, il faut que les politiciens arrêtent de surfer, je ne dirais pas sur la popularité, mais sur le populisme. Voilà, pour prendre la décision qu'il faut. D'accord, Bernard. Oui, mais je me dis, est-ce qu'il ne peut pas avoir une forme de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les éléments de Kourouégo? Il y a plusieurs pays qui réussissent sur le plan sécuritaire par la collaboration des populations sur ce plan-là, en termes de renseignement et en termes de dénonciation. Mais c'est tellement bien fait, tellement bien coordonné que chacun joue parfaitement son rôle et ça passe. Mais malheureusement, nous héritons d'une situation où nos dirigeants étaient beaucoup plus préoccupés à la sécurisation d'un pouvoir, pour ne pas dire d'un homme et d'un petit clan, par rapport à la sécurité générale. Je pense que c'est dans cette situation que nous sommes arrivés. C'est comme Robespierre le dit, effectivement, c'est la même situation au niveau du secteur informel. Donc, c'est la conséquence, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, c'est la même chose. Et dans d'autres domaines, demain, effectivement, cette situation va arriver. Donc, je pense que cette collaboration, cette autre forme de collaboration est possible. Effectivement, aujourd'hui, le pouvoir du MPP est très mal à l'aise avec cette situation. J'ai dit que le candidat au municipal qui va s'arrêter pour dire si je suis élu maire, je démantèle le Kourouégo, il ne sera même pas élu. Il sera même pourchassé. C'est ça. Et donc on a en face de nous également des hommes politiques rompus à la tâche, qui comprennent vite les choses, qui savent que s'ils s'amusent avec cette affaire de Kourouégo, c'est fini pour les municipales. Mais malheureusement, on ne peut pas, sur cette base, sur ces calculs électoralistes-là, bien entendu, sacrifier la sécurité burkinabé sur l'autel de ses intérêts, que pour le moment, ce n'est pas avoué. Mais effectivement, c'est bien ça. Si mon compatriote sait très bien que s'il tape du poing sur la table aujourd'hui pour dire point de Kourouégo, c'est fini pour les campagnes municipales. Ça, ils savent cela. Mais on ne peut pas, on ne va pas continuer sous ce registre-là. Maintenant, encadrer des gens, c'est comment est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est clairement de définir les passerelles de la collaboration. Sinon, si c'est pour former, pour encadrer, écoutez, j'ai dit, il répond d'un autre ordre avec ses principes, ses lois, il répond d'un autre supérieur. Il n'a rien maintenant à voir avec la Constitution, parce qu'il a juré sur une Bible, sur un fétiche ou sur un Coran. Et donc, il répond maintenant de ça, il ne répond plus de la Constitution burkinabé. Donc, le ministre de la Justice, ce n'est pas son problème. Administration territoriale et sécurité, ce n'est pas son problème. Son problème actuellement, là, son seul supérieur, là, c'est le chef de guerre maintenant entre griffes, avec qui il a prêté allégeance. C'est à lui maintenant, il répond de ce dernier-là. Alors donc ça pose un problème plus profond, donc c'est beaucoup plus profond. Oui, le problème même pour moi de la refondation de la justice, du système judiciaire même du pays, parce que c'est là qu'il y a le nœud du problème. Les Kourouégos qui disent non, la police et les forces de défense et de sécurité arrêtent des personnes qui sont mises 2 jours à la Mako, qui reviennent encore. Alors il y a la question aussi des droits de l'homme. Oui, Paul Wiki. Oui, Aboubakar Sangou, il y a la question des droits de l'homme, il y a la question de la justice, il y a surtout la question de l'autorité de l'État. Ça, c'est vraiment un exemple type pour montrer que l'autorité de l'État
est quelque part à terre. Ça, il faut vite restaurer cela. Alors, au-delà de cette propension pour les hommes politiques de protéger un peu leur électorat, en tout cas de garder leur électorat, il faut se dire une chose, la loi existe pour être respectée. Nous sommes dans un pays qui a une constitution avec un arsenal de lois. Il faut vraiment que l'on s'en tienne à cela. Lorsqu'on tient compte de cela, on ne peut pas imaginer des Kolwego qui existent et qui mènent des actions sur le terrain, et on dit aujourd'hui, on va ouvrir le débat, on va les laisser faire, parce que le travail qu'ils font, c'est un travail de qualité. Je suis d'accord. Quelle que soit la noblesse des actions que l'on pose sur le terrain, il faut se conformer à la loi. Ça, c'est le cas des Kolwego. Vous avez beau faire des actions d'éclat sur le terrain, il faut que, comment on appelle, ce que vous posez comme acte là soit conforme à la loi. Pourtant, ce que l'on voit ici, ce n'est pas du tout conforme à la loi, ce n'est pas conforme à la Constitution. Il y a des exactions extrajudiciaires. Et lorsqu'on tente de les interpeller, c'est un appel, ils se regroupent comme ce qu'on a vu à Sapuy. J'ai dit et je répète, ce n'est qu'un signal. Donc il faut faire attention pour ne pas avoir d'autres appuis du genre. Et puis, moi, quand je regarde ces Kolwego-là, je cherche en vain la différence entre eux et les délinquants même qu'ils tentent de traquer. Parce que vous avez vu les armes qu'ils tiennent. Ça rappelle quoi? Les Ku Klux Klan aux États-Unis, c'était autour des années 1800. C'est dépassé cela. Donc, finalement, il faut vraiment arrêter ça. Et puis, bon, ces armes qu'ils tiennent là, on est dans un pays où on dit qu'il faut avoir un permis de port d'armes, même si aujourd'hui on voit que c'est des armes de chasse, etc. Demain, comme l'a dit quelqu'un tantôt, ils vont peut-être se procurer des kalash, et c'est des groupes armés, c'est des milices. Finalement, si ce n'est pas contrôlé, on va retomber dans une situation qu'on ne pourra plus gérer. Aujourd'hui, à l'instant où nous sommes là, je pense très sincèrement qu'il est encore temps de recadrer ces Kolwego. Et pour cela, il faut élargir les cadres de dialogue. Comme l'a dit le président, il faut les sensibiliser, il faut leur faire comprendre que nous sommes dans une république. S'ils doivent mener des actions, il faut avoir une reconnaissance officielle. À partir de cette reconnaissance officielle, pour les cas de dérive, on sait comment remonter de fil en aiguille pour mettre la main sur les personnes qui seraient coupables de dérive. Parce qu'on a vu le cas de Sapuy. Je ne suis pas très sûr qu'on pourra rendre justice à ce pauvre Kanazoé qui est finalement mort, même si on dit qu'il est délinquant multirécidiviste. Oui, pour ce cas précis, il y a des informations qui font état du fait que le deuxième présumé voleur serait donc le père d'un gendarme ou qu'il aurait des enfants qui sont un peu bien placés, et c'est pourquoi la police s'est particulièrement intéressée donc à sa détention auprès des Kolwego. En tout cas, c'est ce qui a été défendu un peu par les Kolwego sur le terrain. Mais ça pose aussi la question de quoi? De la bonne, les bonnes pratiques en matière judiciaire. Je pense que les Kolwego, si on est en train de leur demander de ranger les armes blanches qu'ils ont aujourd'hui, en même temps, il faut qu'on demande aux forces de défense et de sécurité de faire l'effort d'être correct sur le terrain. Parce que l'exemple que le gars donne, lorsqu'on écoute aussi en profondeur les Kolwego, on est quelque part tenté de leur donner raison. On parle d'un délinquant qu'on prend, il est au commissariat ici, ensuite il est entre les mains des magistrats, quelque temps après il est libéré, parce qu'on parle de procédure judiciaire, on dit à un moment donné il n'y a rien contre lui. Vous savez comment ça se fait aujourd'hui? Oui, mais donc il se donne cette légitimité de se défendre, de défendre leur famille, de défendre leur bétail, de défendre légitimité peut-être, mais c'est pas légal. C'est ce que je dis. Ça ne répond à rien. Nous sommes dans un pays gouverné quand même. Il faut qu'on arrête ce que je dis, hein, je le répète, quelle que soit la noblesse des actes que l'on pose sur le terrain, si ça ne rentre pas dans le cadre légal, il faut arrêter et puis rectifier le tir avant de partir sur un bon pied. Mais est-ce que la collaboration, je pose la question à tous, hein, la collaboration là, est-ce que vous pensez qu'elle sera la meilleure forme, d'autant qu'on est avec deux systèmes informels, un qui est informel, il faut collaborer, comme Bernard l'a dit, ils répondent de deux supérieurs différents. Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu comme ce que la Tunisie fait actuellement, recruter assez de personnel pour l'armée et pour la police? Ça permettra de lutter contre l'insécurité et de lutter contre le chômage en même temps. Alors, oui, ça c'est... Morin. Oui, bien sûr. Moi, je crois que les deux initiatives ne sont pas antinomiques. Ça veut dire qu'on peut recruter, renforcer, comme on le dit, les forces de défense et de sécurité. Ça leur permet d'être plus opérationnels, ça leur permet d'être plus efficaces, ça permet de régler, de résorber quelque peu le chômage. Mais en même temps, si ces gens existent, il ne faut pas leur donner plus de pouvoir qu'il en faut. Ça veut dire qu'ils existent pour dire à la police,
ce monsieur-là, nous, on le suspecte d'être un voleur. Il ne faut pas oublier que dans l'état de droit, dans la Constitution, même celui qu'on a arrêté jusqu'à à son jugement, il est présumé innocent. Voilà. Et donc, il ne faut pas donner plus de pouvoir qu'il en faut à ces gens. Et moi, je crois que dans les passerelles qu'on veut mettre en place, qu'on veut instaurer, il faut vraiment y penser, il faut vraiment y songer et éviter que ces gens aient des armes et qu'ils aient une justice. Justement, vous parliez tout à l'heure des problèmes de justice. Ça veut dire qu'il faut se pencher réellement sur la question. Il faut se pencher réellement sur la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et alors, diagnostiquer le mal et trouver un problème. Et je crois que le diagnostic est fait, c'est fait tout le temps. Il y a tout le temps des réformes, des forums sur la justice et tout. Et donc je crois que le mal est connu. Il reste à prendre une décision politique forte. D'accord. Alors, Robespierre? Oui, ce que vous avez dit, effectivement, il y a des exemples dans certains pays qui ont valeur d'école, comme le cas de la Tunisie. Je pourrais citer même certains États du Nord, comme aux États-Unis, dans certains États, où les populations collaborent étroitement avec les forces de sécurité, mais pas en bande organisée. C'est-à-dire dans une situation telle que chacun de nous doit être un auxiliaire de sécurité. Ça veut dire chaque citoyen. C'est-à-dire que tout ce que vous allez constater comme suspect, il y a des téléphones, des numéros verts, même si là aussi, bon, il y a à dire, mais on peut améliorer. Il y a le téléphone portable, il suffit de signaler et l'autorité compétente va immédiatement descendre sur le lieu et puis faire ce constat. Donc là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Paul Mikirwamba, il ne faut même pas donner une reconnaissance légale à ces associations-là. Une fois qu'ils auront cette reconnaissance légale, ça veut dire que vous légalisez leurs pratiques. Je dis, il faut les dissoudre et les dire individuellement, chacun est un auxiliaire de sécurité. Ce que vous allez constater sur le terrain du suspect, il faut faire remonter l'information comme vous le faites entre vous. Et puis le président hier, il a dit que non, force doit rester à la loi. Mais en attendant, force n'est pas à la loi. On a vu à s'appuyer. On a vu à s'appuyer. Sur instruction du procureur, il était question d'aller arrêter ou bien d'amener ceux qui sont les présumés coupables de la mort de Madi Kanajoui. Mais ils ont refusé. On était obligé de faire quoi? De négocier. On était obligé de négocier. Et quand l'État se met à négocier avec des individus ou bien avec des groupes, c'est que cet État n'existe pas. Ce n'est pas un État digne de ce nom. Donc, Monsieur le Président, je suis regret, mais pour le moment, force n'est pas à la loi. Faites en sorte que force soit à la loi. Et je crois qu'avec Robespierre, je crois qu'il y a ce qu'on a appelé la police de proximité. Tout à fait. C'est très important. Il faut renforcer les moyens de cette police de proximité et je crois que tout est là, hein, tous les canaux sont là pour nous permettre d'avoir une sécurité, mais vraiment à toute épreuve. Il faut suffisamment donner les moyens et je crois qu'on y parviendra. Oui, Bernard, Oui, vous avez parlé du recrutement en masse. Le gouvernement, l'État a beau recruter un grand nombre d'agents de sécurité sans la collaboration de la population. Si l'État n'arrive pas à faire comprendre à chaque citoyen qu'il est en même temps un auxiliaire de sécurité, comme l'a dit Alain, quel que soit le nombre des agents de sécurité, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y a des endroits, il y a des informations que les agents de sécurité ne peuvent pas avoir. Mais dans les quartiers, c'est vrai, aujourd'hui, les Kogloego, même si Alain ne veut pas en entendre parler, on n'a pas pour le moment un résultat, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'études qui ont montré l'impact des résultats atteints ou que les résultats obtenus par les Kogloego contre la sécurité. Ceux d'Yatenga ont été décorés par la police pour le travail qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là, ça c'est vrai. Maintenant, parce que entre eux, ils se connaissent. Ils savent qui est le repris là, parmi les repris du village numéro 1 là. C'est un tel. C'est quelle est la famille qui a fini dans ce village-là avec la délinquance et autres. Mais ces informations, la police et la gendarmerie ne peuvent pas les avoir sans une collaboration réelle avec les populations. Mais si à un moment donné, chaque citoyen se dit « je dois collaborer », ces informations vont être livrées très facilement. Au bon matin, vous vous levez,
ben, les suspects sont tous prévenus et puis la justice s'enclenche. Mais ailleurs, vous arrivez, le chauffeur de taxi même là, il vous pose des questions sur votre séjour, sur la langue que vous parlez, le pays d'où vous venez. Mais en réalité, le monsieur part pour faire son rapport. Je viens de prendre quelqu'un à l'aéroport, il est logé dans tel hôtel, il a tel teint, il a telle taille, voilà, il parle telle langue, il est là pour tel nombre de temps, il fait son rapport et puis continue de circuler. D'accord. Ça existe ailleurs. Intervention sur la question. Je oui, voudrais Paul Miki. rappeler, je pense qu'on est tous d'accord que la question de la sécurité, c'est du ressort de l'État. Maintenant, actuellement, on a des problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Le président l'a reconnu hier. Il a dit qu'on a 32 000 policiers qui n'arrivent pas à sécuriser le territoire. Nous sommes à un ratio d'un policier pour 2000 habitants, alors que la norme internationale, c'est un policier pour 400 habitants. Ça veut dire qu'on est encore loin du compte. Mais en attendant d'atteindre ces objectifs-là, nous avons de sérieux problèmes de sécurité dans ce pays. Donc c'est ça qui fait que c'est ce vide-là, de mon point de vue, que les collègues ont tenté de combler. C'est pour cela que je dis et je répète, il faut peut-être penser à une certaine collaboration avec ces gars-là. Lorsqu'on parle de reconnaissance officielle, ce n'est pas leur demander, voilà, désormais vous avez un récépissé, allez-y traquer les bandits, allez-y les fouetter, allez-y les assassiner, etc. C'est pas cela. C'est une manière de, comme l'a dit Morin tantôt, de revenir sur cette idée de police de proximité, même quand on dit qu'on reconnaît que ça a connu sa limite avec l'ancienne stratégie. Il faut repenser une nouvelle forme de collaboration entre forces de l'ordre et puis ces associations-là. Peut-être qu'il faut trouver un autre nom, parce que Kolwego, déjà, ça commence à hanter les gens. Donc, voilà, c'est péjoratif, ça commence à hanter les esprits. Peut-être qu'il faut trouver une autre appellation. Vous avez vu que ces gens-là, même pour revenir sur le cas de S'appuie, lorsqu'on a entamé la négociation avec les autorités locales, les Kolwego ont accepté d'aller se faire auditionner au commissariat. Donc c'est pour dire que si on pousse plus haut les concertations, même si on dit, Bernard Boukman l'a dit tantôt, qu'ils ont géré sur des fétiches, ils répondent à un chef traditionnel, lequel chef traditionnel est dans une république qui est gouvernée. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Je pense que si on multiplie les dialogues, on va pouvoir trouver la meilleure formule pour que les Kolwego continuent de leur œuvre-là, de traquer les bandits et de les remettre entre les mains des forces de défense et de sécurité. Et en ce moment, en attendant que l'État arrive à sécuriser le Burkina, parce qu'on a encore des communes rurales qui n'ont pas de commissariat ni de gendarmerie, en attendant que l'État arrive à sécuriser cela, on aura eu une solution de remplacement pour que les gens puissent vaquer tranquillement à leur occupation, parce que la question de sécurité dans le milieu rural, c'est une question suffisamment cruciale. Nous avons la chance d'être à Ouaga où on a des patrouilles tous les jours, ce n'est pas le cas ailleurs. D'accord, merci. En tout cas, on ne peut pas épuiser ce sujet, il est tellement vaste. On va continuer. Les questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, étaient au centre de la visite du Premier ministre français Manuel Valls. C'était hier à Ouagadougou. Alors, le Burkina Faso a besoin de la coopération militaire avec la France pour vraiment faire face à ce fléau de terrorisme. Robespierre. Bien sûr, on a besoin de la collaboration, du soutien de la France, mais pas que de la France, de tous les autres pays, parce que la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas se leurrer, c'est une lutte de longue haleine, c'est une lutte vraiment épuisante, et seule la mutualisation des moyens pourront permettre, sinon vraiment d'éradiquer le terrorisme, du moins de le contenir. Donc, je crois que c'est dans ce cadre que le Premier ministre français Manuel Valls était là pour rappeler la nécessité de cette collaboration et également voir dans quel sens cette collaboration va se faire. Certainement, ça sera en moyens logistiques, en moyens humains, avec la présence des forces spéciales dans le pays. Et je constate aussi que il n'est pas venu les mains vides. Il y a eu signature d'un accord dans le cadre de l'AFD. Bon, tout ça, bon, c'est pour mieux faciliter les choses, la collaboration. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au lendemain des attaques du 15 janvier, il y a des voix qui s'étaient élevées pour demander le départ de l'armée française. Oui, parce que pour eux, des militaires français, parce que pour eux, c'est cette présence-là qui expliquerait les attaques contre le Burkina Faso. C'est vrai ou pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'État ne va pas effectivement déclencher le processus du départ des forces militaires françaises ici. Ça sera même inopérant et même contre-productif. Voilà. Et l'autre aspect aussi que je tenais à soulever, Manuel Valls certainement aussi a profité faire amende honorable, même si ce n'est pas de façon officielle.
Mais vous rappelez-vous qu'au lendemain des attentats, il a d'abord fait un tweet où vraiment il a compati uniquement voilà, pour les victimes françaises. Je crois que ça a été une erreur de com. Et ensuite, sur le nombre de terroristes, il a parlé de 6, alors que l'État burkinabé parlait de 3. Finalement, tout porte à croire que c'était 3. Ensuite, il y a l'ambassadeur Gilles Thibault, qui, dans un tweet aussi, je crois, qui a contredit Simon Comboré en disant que non, il n'y avait pas de femmes terroristes, etc. Bon, je crois que tout ça, on a dû essayer de recadrer les choses pour mieux poursuivre la collaboration. Et je crois que c'est tant mieux. On a plus besoin de s'entendre contre un ennemi commun que de s'en déchirer. Oui, Bougouma. Oui, je pense que c'est une visite d'ailleurs qui était attendue parce qu'au lendemain même des attaques, la visite avait été annoncée. La date avait été d'ailleurs donnée par les autorités burkinabées avant que le même ambassadeur de France dise que Valls viendra, mais pas à la date indiquée. Donc, c'était une visite également, comme le dit, qui était attendue. C'est vrai qu'en général, en Afrique, quand il y a un président qui est élu, c'est lui qui se rend habituellement, premièrement en France, mais ici le contexte est différent. Le contexte est différent parce qu'il y a eu des attaques terroristes. La France est beaucoup impliquée à travers l'opération Barkhane qui est basée au Tchad, qui arrose tout le Sahel. Il y a également le Burkina Faso qui a une position stratégique par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Donc il fallait que Paris, effectivement, donne un signal fort à cette situation en venant. Et là, je suis d'accord avec ce que Robespierre dit par rapport à faire amende honorable, par rapport à tout ce qui s'est passé entre erreurs de communication et puis toute cette situation, et dire, bon, l'ennemi commun, c'est beaucoup plus les terroristes, ce n'est pas cette situation de communication où il y a un qui dit, il y a un qui contredit. Je pense que c'est beaucoup plus cela. Donc, quoi qu'il en soit, la France et le Burkina Faso ont des intérêts à défendre. Et bien entendu, s'il y a une menace terroriste au niveau du Burkina, bien entendu, ça menace les intérêts français. Vous aurez remarqué que beaucoup de ces intérêts français sont restés portes fermées au lendemain de ces attaques-là. Et donc, aujourd'hui, la France a besoin d'être rassurée. Le Burkina également a besoin d'être rassuré. Du reste, c'est le rappel que le Burkina a fait quand le chargé de la coopération de l'Union européenne était là. Lui parlait de coopération, de relance économique. Le Burkina demande beaucoup plus de renforts par rapport à la lutte contre le terrorisme. Non, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Donc, coopération sur le plan économique, matérialisée par l'AFD, mais coopération également sur les questions de terrorisme. Et là, en ce moment-là, bon, on ne pourra pas voir les signatures officielles. Ça, maintenant, c'est beaucoup plus dans les couloirs. D'accord, oui. Miki. Je pense que c'est vrai, le Premier ministre français est venu ici à Ouaga pour des questions de sécurité. Voilà, ça c'est officiel. Hein. On sait qu'il est venu même de Bamako, où il a eu une mission similaire après les attaques survenues également à Bamako. On a connu des attaques djihadistes le 15 janvier à Ouagadougou, il est venu pour ça. Mais en même temps, je pense que c'est un prétexte pour lui, hein, en tout cas à travers lui, le gouvernement français, l'État français, de redorer un peu son blason par rapport au Burkina Faso. Parce que vous savez que nous avons connu une insurrection, nous avons connu une transition et actuellement nous avons un nouveau régime qui est en place. Pour moi, le prétexte était tout trouvé. Je ne dis pas que la question sécuritaire était reléguée au second plan, mais en même temps, c'était également un prétexte pour la France de redorer un peu son blason vis-à-vis du Burkina. Vous vous rappelez certainement que lors des derniers mois du régime de Blaise Compaoré, lorsque le débat était houleux sur la question de l'article 37, la France avait une position plutôt mitigée lorsqu'on la compare par exemple à un pays comme les États-Unis où les positions étaient beaucoup plus tranchées par rapport à cette question de l'article 37. On se rappelle également que la France a joué un rôle de premier plan dans l'exfiltration de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc de ce point de vue, on aurait pu avoir un froid entre le Burkina et la France au regard du nouveau contexte que l'on a. Donc c'était un prétexte pour moi, en tout cas de venir réchauffer les relations avec le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré et pour dire en même temps que bon, c'est des questions d'intérêt et en même temps, comme l'a dit Robespierre tantôt, l'occasion a été mise à profit pour mettre un peu d'argent à travers cette signature de convention dans le cadre de l'AFD. Donc je pense que c'est un peu comme ça aussi il faut voir les choses. D'accord, oui. Non, simplement dire qu'au vu de tout ce qui a été dit, et c'est des visions que je partage d'ailleurs,
tout ce qui a été dit, ça veut dire que c'était une visite qui était attendue et qui n'a que du bon, qui n'a que du côté, un côté positif. Redorer le blason, arrondir les angles et repartir, réchauffer la coopération entre la France et le Burkina. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, et je crois que c'est... D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, il y avait également des questions de développement, notamment sur le plan de l'éducation avec la signature de cet accord dont le coût est évalué à 9 milliards d'euros, donc signé entre la France et le Burkina Faso. On va rester dans le domaine du social pour parler de la rupture des kits de prise en charge des enfants et des femmes enceintes de paludisme grave. Depuis maintenant 1 an, les centres médicaux n'ont plus le droit donc de traiter ces cas de malades avec gratuitement, si on peut le dire. Alors les kits, il y a une rupture et les malades doivent mettre la main à la poche pour se soigner. Comment donc vous analysez cette situation? Comment en est-on arrivé à cette situation? Au ministère de la Santé, on parle du budget d'austérité mis en place par le gouvernement de la transition. Miki. Alors, il faut peut-être rappeler qu'avant cette histoire de kits, rupture de kits de palu, il y a eu rupture de vaccins BCG. C'est dans la même veine. On est face à une situation financière qui est catastrophique. Je crois que c'est ça la réalité qu'on n'arrive pas à dire aux gens. Parce que lorsqu'on voit un peu la réaction, l'explication en tout cas donnée par le ministère de la Santé, il est clair que le gouvernement de la transition courant 2015 n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de ces financements-là pour l'obtention de ces kits de palu. On a parlé habituellement, c'est 2,5 milliards de francs CFA qui étaient mobilisés et en 2015, on a mobilisé seulement 1 milliard. Alors, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une rupture de kits. Et c'est dangereux de mon point de vue. Je crois que c'est ça, hein, la réalité qu'on ne dit pas. On parle d'austérité. Lorsqu'on parle d'austérité, je ne pense pas qu'on économise sur les questions de santé quand même. Parce que là, c'est assez délicat. Et on arrive à cette situation. Avant cela, on a parlé de BCG, je l'ai dit tantôt, où on a dit que c'était une rupture internationale. Allez-y comprendre si c'est vrai. Il y a également cette question de kit de palu. On parle de manque d'argent. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus plausible, hein, comme argument que l'on donne. C'est peut-être les tiraillements que l'on a connus sous la transition. Et avant la transition, on sait qu'il y a eu l'insurrection. Et pendant la transition, il y a eu le putsch. Donc il y a tellement d'arguments comme ça pour justifier le manque d'argent qu'on a connu dans ce pays. Mais je crois qu'il faut peut-être à un moment donné dire la vérité aux gens. Et c'est ce qui est arrivé avec cela. On demande désormais de payer. Donc, on est en train de reculer par rapport aux engagements que l'on prend en matière de santé. Lorsqu'on regarde les politiques en matière de santé, on tend vers la gratuité. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans les discours. Là, c'est un recul extraordinaire que l'on est en train de vivre. Justement, Paul en a un peu parlé. Alors, est-ce que quand on sait que le palu est la première cause de consultation et même de mortalité au Burkina Faso, est-ce que c'est sur des questions aussi sensibles, aussi essentielles qu'il faut faire des économies lorsqu'on est dans un budget d'austérité? Mouret. Non, je ne pense pas. Je crois que ça a été peut-être une erreur de la part du gouvernement de transition, une erreur à rectifier. Il faut juste très vite recadrer le tir. Mais je pense que ce n'est pas seulement ce problème de kit sur le palu. Paul l'a dit tout à l'heure, il y avait la rupture du vaccin, le BCG. Il y a également ce problème pour les gens qui ont besoin de dialyse à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Un hôpital qui a fait beaucoup d'efforts avec la nouvelle direction, il faut le dire, mais qui aujourd'hui constitue un centre de référence, mais qui manque pratiquement de tout. Il y a plein d'anecdotes. Quand on te dit, quand tu vas aux urgences, c'est dans ton sang qu'on colle ton ordonnance pour dire qu'il faut que tu payes avant d'être soigné, ce qui n'est pas normal. Donc aujourd'hui, dans les priorités du gouvernement, Paul Kaba, je crois qu'il faut mettre la santé. Il faut mettre la santé. Il y a beaucoup de priorités, mais comme on l'a dit sur ce plateau, il y a la priorité, il y a les priorités des priorités. Et voir au niveau de la santé s'il faut alléger un peu les procédures d'acquisition du matériel. Et il y a tout ça qu'il faut faire, doter ces hôpitaux, ces centres de santé de moyens conséquents pour permettre aux populations d'être soignées. Si tu n'as pas la santé, qu'est-ce que... Donc,
le développement doit se baser sur la santé. Ça veut dire que si on n'a pas des bras valides, on n'a pas des populations en bonne santé, quel travail on peut avoir? Donc je crois que le tir est à rectifier très vite de la part du nouveau pouvoir en place qui a toutes les, je crois, les mains libres pour faire ce travail aujourd'hui, s'occuper des populations. D'accord. Alors, Robespierre. Oui, moi je crois que la rupture de ces kits-là est symptomatique de l'état de santé même de notre système de santé. En fait, c'est ça. Oui. Ça traduit l'état même de la gouvernance qu'il y a au niveau du ministère de la Santé. Il y a à peu près un mois de cela, nous avons attiré l'attention sur la rupture de ces kits-là, dans une lettre pour l'AI. Parce qu'on avait eu vent, effectivement, qu'il y avait une rupture. Mais on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a rupture et on met ça sur le dos de la transition qui n'est plus là pour se défendre. Mais je crois qu'avec cette situation, on doit appeler le ministre de la Santé sous la transition qu'il vienne s'expliquer parce que c'est criminel. On ne peut pas comprendre que le palu, comme vous l'avez dit, première cause de mortalité, première cause de soins, on puisse s'amuser à ce qu'il y ait des ruptures. Ça veut dire que surtout quand on regarde le montant alloué, 2 milliards, ce n'est pas de la mer à boire. 2 milliards, ce n'est pas de la mer à boire. Mais il fut un moment où ce qu'on allouait, c'était plus que 2,5 milliards. Il fut un moment où c'était réduit qu'à 8,5 milliards. Si vous connaissez comment se fait et l'octroi de ces produits-là, vous allez peut-être mieux comprendre. Parce que ça se passe sur la base d'un partenariat tripartite. Il y a les États-Unis par l'USAID qui a une contribution. Il y a ce qu'on appelle le Fonds mondial et il y a l'État qui apporte sa contrepartie. Et il y a une partie des kits qui sont gratuits et d'autres sont payants. Et c'est sur la base de ce qui est payant là que l'État doit prendre pour s'approvisionner également, pour s'approvisionner de façon continue en kit. C'est-à-dire que s'il y a rupture, s'il n'y a plus l'argent, ça veut dire que c'est aller à quelque part. Donc normalement, on doit faire un audit pour savoir exactement qu'est-ce qui explique. Et je crois qu'on a dit que plus rien ne sera comme avant. Nous avons un dossier sur lequel nous allons juger le président Kaboré. Parce que c'est vraiment criminel. Dieu seul sait combien de gens sont morts du fait de cette rupture, combien de gens vont encore en mourir. Quoique c'est criminel et ça ne doit pas rester impuni. Il faut vraiment faire des enquêtes et situer les responsabilités. Sinon, moi, je ne crois pas, non, c'est dû à des mesures d'austérité, c'est la transition. Si c'est la transition aussi, qu'elle vienne s'expliquer et prenne vraiment les sanctions qui s'imposent. D'accord, oui, Bougouma. Oui, mais je pense que le mot illustré est correct, c'est criminel. Si tant est que réellement, c'est au nom de l'austérité qu'on a rogné, parce que c'est un cas sérieux. Quand on parle du paludisme au Burkina Faso, on n'a plus besoin de chiffres pour illustrer que c'est réellement l'une des priorités, des causes de mortalité au Burkina Faso. Et donc, s'il doit avoir un budget à rogner quelque part, ce n'est pas là-bas. Et si cela a été ainsi, les seules personnes qui peuvent s'expliquer, c'est le ministre de la Santé, de la Transition, et ceux également qui élaborent le budget. Et d'ailleurs, c'est certainement son département qui a élaboré le budget. Si réellement il a à avoir, bien entendu, il a des explications à fournir à la République. Là, on ne peut pas... c'est la seule explication pour le moment qui tienne. Mais en même temps, c'est une interpellation forte qui est lancée à l'équipe de Paul Kabatieba. Et je sais que ce n'est pas le premier secteur concerné. Il y a d'autres secteurs qui seront touchés d'ici là. C'est parce que là, c'est la santé, c'est vite venu. Donc, au nom de la transition, budget d'austérité, de rigueur, je ne sais pas moi, bien entendu, il y a eu de légèreté dans certains aspects qui vont finalement finir par rattraper ceux qui sont partis, mais également, bien entendu, le nouveau gouvernement qui va prendre cela également comme les nouvelles préoccupations, comme les nouvelles doléances, parce que ça fait une nouvelle doléance sérieuse dans les carnets des doléances de Burkinabé qui attendent au pied du mur Paul Kabatieba et l'ensemble de son gouvernement. D'accord, on va progresser dans le débat. Il nous reste quelques minutes pour achever cette émission et nous allons parler des élections au Niger. Les Nigériens qui votent aujourd'hui même pour se choisir un président et
les députés à l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote sont ouverts même présentement, comme je le disais. 15 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant Mahamadou Issoufou. Mais le principal opposant et candidat, Amadou plutôt, est en prison. Alors les partisans de ce politicien qui était également au pouvoir à un certain moment, quand on se rappelle qu'il a même été le président de l'Assemblée nationale, crient donc ils disent plutôt que c'est des manœuvres donc, pour pouvoir écarter leurs candidats et gagner les élections un coup KO, comme le dit actuellement le président sortant. Oui, c'est un coup KO, un coup dehors, on l'a dit. Alors, et je voudrais dire à M. Aboubakar Sagnon que je n'arrive pas à comprendre la législation du Niger qui permet à un prisonnier d'être candidat. En tout cas, c'est quand même assez curieux parce que c'est quand même quand on est condamné, ou du moins, même si ici, là, on parle de détention provisoire, on est déchu de certains droits, dont le droit d'être candidat à une élection. Mais quand cela ne tienne, je constate que Amadou était en prison, mobilisé, en tout cas lors de ces meetings, même si lui n'est pas là. C'est une campagne qui est assez ouverte. On a parlé de 15 candidats ici. Beaucoup de gens pensent que le coup KO de Mahamadou Issoufou va se réaliser. Et moi, je suis assez dubitatif lorsque je regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'opposition, parce qu'il y a quand même une coalition contre lui. Donc, on envisage, côté opposition, un second tour. Pour eux, en tout cas, c'est imminent. Et auquel cas, les opposants vont se mettre ensemble. D'ailleurs, la coalition existe déjà contre le président Mahamadou Issoufou. Donc c'est une manière pour moi de voir en cela, en cette élection présidentielle, je parle uniquement des présidentielles, même si on sait que c'est couplé là-bas également, que c'est une avancée dans la démocratie en Afrique, parce que ça donne l'impression qu'on a rompu avec la période où on avait les présidents qui partaient haut les mains aux élections. On a connu ici au Burkina pendant de longues années où lorsqu'on a une élection présidentielle, on sait déjà qui va gagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, même si cette année on a fait l'exception. Mais au Niger également, moi je suis fondé à croire que les jeux sont assez ouverts. C'est vrai qu'on a jusqu'à 15 candidats, mais un certain nombre d'entre eux qui dégagent du lot et que le président Mahamadou Issoufou, au-delà de son slogan « un coup KO, un coup dehors », doit avoir des soucis à se faire. Il n'est pas d'office élu, de mon point de vue. Oui, est-ce que c'est votre point de vue, Mourin? Non, moi je ne suis pas vraiment dubitatif et je ne serais pas surpris qu'il y ait le coup KO, d'autant plus que, fait paradoxal, comme il a souligné tout à l'heure, le véritable challenger de Mahamadou Issoufou se trouve toujours en prison et on sait qu'en Afrique, la plupart du temps, ce n'est pas vraiment le parti qui compte, ce ne sont pas vraiment les idées qui comptent, mais ce sont les gens qui sont votés. Quand tu prends un président de parti, c'est lui qui compte dans la tête des militants. Donc ce paradoxe législatif, je crois qu'il faudra le lever quand même pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a réellement. Aujourd'hui, Mahamadou Issoufou, il peut être sûr de son coup KO, même de son demi-coup KO. C'est lui qui organise les élections et comme on le dit, les gens n'organisent pas les élections pour les perdre. Hein. Oh oui, Robespierre. Bon, moi je ne vais pas présager de l'issue des résultats, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces élections aboutissent vraiment à des résultats vraiment fiables et surtout non contestés. Peu importe vraiment celui qui va arriver au pouvoir, que ce soit par suite d'un coup KO ou bien au second tour. Et surtout dire que durant toute la campagne, on a eu à suivre ça parce que nous avons des correspondants qui sont là-bas. On suit vraiment jusque-là. Il y a eu un parcours sans faute au niveau de la campagne. Et on souhaite que le jour du scrutin, ce qui a prévalu avant, le jour du scrutin aujourd'hui, vraiment ne trahisse pas ce que vraiment la campagne paisible, civilisée, vraiment laisse. Oui, mais il y a une question justement qui est en débat. Il y a question, je vois que c'est des votes par témoignage. C'est là où se trouve ma crainte. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que c'est pratiqué au Niger et je crois que c'est une pratique qui date depuis un certain temps. Mais je crois qu'il est temps maintenant de mettre fin à une voie qui est quand même source, qui peut être source de fraude et d'irrégularité. Je crois qu'il faut travailler vraiment à corriger ça. Sinon, tant bien que mal, la démocratie nigérienne, depuis un certain temps, quand même donne des signes de vitalité et je crois que c'est une occasion pour vraiment renforcer ça
et rentrer dans la cour des grands comme le Burkina Faso l'a fait. Et je crois que au Niger, le président sortant, il a un bilan à défendre. Et lors de la campagne, effectivement, il dit, bon voilà, j'ai promis ça, je l'ai fait, j'ai promis ça. Et donc, c'est facile à vérifier. Et si les populations le soutiennent effectivement dans la réalisation de ces grandes infrastructures, je crois que les populations vont lui faire confiance. Oui, Bougouma. Oui, en ce qui me concerne, c'est effectivement cette affaire de vote par témoignage-là qui peut être source de contestation et qui peut effectivement porter atteinte à l'embellie, c'est-à-dire la belle campagne qu'on a effectivement eue, le parcours sans faute dont parle Alain Robespierre. Mais l'autre enjeu de ces élections, c'est que les Nigériens souhaitent aujourd'hui qu'il n'y ait plus ce faiseur de roi là au Niger. Parce qu'effectivement, le risque qu'il y ait toujours un faiseur de roi, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un président au premier tour, à la fin, pendant l'exercice du mandat, constitue un objet en même temps de chantage pour celui qui a fait le roi. Et c'est surtout sur cette vague-là qu'a voulu surfer Hama Amadou, qui à un moment donné se croyait plus fort parce que c'est lui qui a fait le président. Donc il pensait qu'il avait tous les leviers en main et qu'il était capable, il se disait qu'il était capable de lui infliger toutes les peines du monde par rapport à la gouvernance, pour peu qu'il ne soit pas question, qu'il ne soit pas d'accord avec quelque chose. Donc il y a des Nigériens qui trouvent que ça donne une occasion à des gens à un moment donné de bloquer la gouvernance, de bloquer l'élan d'avancement. Donc il fallait également, et ils souhaitent que ça également ça puisse prendre fin pour faire l'expérience de ce que les autres font ailleurs, mais dans un fair play électoral, que celui qui a vraiment gagné puisse gagner sans qu'on ait besoin de compter sur un second tour. Parce qu'il y en a également qui disent que les faiseurs de roi, à un moment donné, pendant l'exercice du mandat, deviennent des faiseurs de problèmes. Donc il y a cet enjeu-là également dans ces élections-là. Devient tueur de roi. Devient tueur de roi, merci. Merci pour l'expression. D'accord, merci donc pour cette expression qui nous conduit à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le cap de 11h. J'étais en compagnie de 4 confrères de la presse nationale, Morin Yamongbe du mensuel Fasozine, Alain Robespierre du journal L'Observateur Palga, alors Bernard Bougouma de la radio Omega FM et Paul Miki Rwamba de la radio Waga FM. Merci à tous et passez un bon dimanche.